Chers étudiants, bonjour. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble l'exploration biochimique du liquide céphalorachidien. Alors dans la pratique courante, nous avons en plus des explorations qui se font au niveau du sang. Donc on a également quelques examens, quelques paramètres à doser au niveau du liquide céphalorachidien. On va voir ensemble, surtout dans le cadre des méningites, pour pouvoir trancher, c'est-à-dire pour une méningite bactérienne ou virale. Donc on a quelques paramètres biochimiques justement à doser au niveau du LCR. Alors le liquide céphalorachidien, donc il s'agit d'un liquide qui est clair et qui circule librement autour du cerveau et de la moelle. Ce liquide, il provient pour 80% du flux sanguin, c'est-à-dire c'est un ultrafiltrat via la barrière hémato-encéphalique et qui contient notamment l'albumine et les immunoglobulines et surtout l'immunoglobulines de type G. Mais pour 20%, il s'agit d'un liquide cérébral, notamment les protéines qui sont synthétisées dans le système nerveux central. Ce qu'il faut savoir que la quantité du LCR, elle est produite en 24 heures, donc elle est renouvelable 3 fois par jour, donc on a à peu près 500 ml, donc 20 ml par heure. Le rôle du liquide céphalorachidien, il a un rôle mécanique, il joue un rôle d'amortisseur, un rôle dans l'élimination des déchets issus du métabolisme cérébral, également il joue un rôle transporteur de signaux chimiques impliqués dans la communication intracérébrale. Il sert aux échanges nutritifs avec le tissu nerveux, avec un apport qui est limité. Il sert aussi de tampon et il agit comme un réservoir régulateur du volume encéphalique, c'est-à-dire si le volume du parenchyme cérébral ou celui du sang intracérébral augmente, le LCR est drainé. Au contraire, si le volume cérébral ou le volume sanguin cérébral diminue, le LCR, dans ce cas, il va augmenter. Alors, la composition du liquide céphalorachidien, elle est proche de celle du plasma sanguin. Sa composition est ainsi un reflet d'une part du sérum et d'autre part du statut physiopathologique du parenchyme cérébral. Ce qu'il faut savoir que le pH il est plus acide, comme vous voyez ici, donc 7,32 dans le LCR que dans le plasma, donc parce que la pression du dioxyde de carbone elle est plus élevée. Les concentrations de protéines, du glucose et du potassium sont plus basses dans le liquide céphalorachidien que dans le plasma, alors que la concentration des chlorures elle est plus élevée. Les bicarbonates ou le bicarbonate est le principal tampon dans le liquide céphalorachidien. La concentration en calcium est la même dans le liquide céphalorachidien et le plasma. Il faut savoir que le LCR il contient de 3 à 5 lymphocytes par centimètre, donc fois 10 puissance 6 lymphocytes par litre. Alors, cet examen, quand on veut connaître l'intérêt de l'étude du liquide céphalorachidien en pratique clinique, c'est un examen, il est très utile au diagnostic, surtout des maladies infectieuses, notamment le diagnostic d'urgence de méningite. Alors, en raison de l'importance de la précocité du diagnostic et du traitement d'une méningite aiguë, toute suspicion de méningite infectieuse doit faire procéder sans délai à l'examen du liquide céphalorachidien. Donc, quand on suspecte une méningite, donc ça devient un examen d'urgence. Il permet également, dans certaines affections encéphaliques, comme par exemple les méningoencéphalites, les abcès cérébraux et les myélites, on peut avoir accès, c'est-à-dire on peut faire un examen du liquide céphalorachidien. Dans les cancers primitifs, le lymphome, le gliome, ou secondaire à la recherche notamment d'une dissémination méningiste, il y a des métastases au niveau du méninge. Lorsqu'on a des maladies neurologiques, on va voir la sclérose, par exemple, la sclérose en bloc, l'inflammation du système nerveux central, comme par exemple le syndrome de Guillain-Barré. Et actuellement, on a également l'utilisation de nouveaux biomarqueurs, ce qu'on appelle les biomarqueurs protéomiques, c'est des protéines qui sont spécifiques
de telle ou telle maladie neurologique, par exemple la maladie d'Alzheimer. Concernant le prélèvement et les conditions de transport, le prélèvement, donc on va prélever 3 ml qui sont recueillis dans 3 tubes stériles. Pourquoi 3 tubes? Parce que généralement on fait un examen biochimique, un examen, alors on va pointeur, donc on a un examen biochimique, on a un examen microbiologique et cytologique. Donc généralement on prélève 3 tubes jusqu'à 10 ml chez l'adulte, mais c'est moins chez l'enfant. Alors, si un seul tube peut être prélevé, alors la priorité dans ce cas est donnée à la microbiologie. Si plus d'un tube est disponible, la microbiologie doit recevoir le deuxième tube. Donc, généralement, on a 3 tubes. Le prélèvement ou la ponction lombaire va se faire, il faut surtout désinfecter le lieu où on va ponctionner, c'est important. Donc, c'est entre le L5, L4, L5, L5, S1. Donc on va prélever et on prélève généralement 3 tubes. Maintenant pour l'acheminement, donc l'acheminement, on a dit c'est un examen d'urgence, donc il se fait sans délai, moins de 30 minutes et à l'abri du froid. Si l'acheminement doit être postposé, maximum 2 heures, conservez le LCR à température ambiante ou à 35 plus ou moins 1 degré, mais jamais au frigo, sauf pour l'analyse du protéome, c'est-à-dire lorsqu'on veut analyser des paramètres protéiques, car c'est surtout les biomarqueurs protéiques. Alors pourquoi l'acheminement sans délai moins de 30 minutes? En raison surtout de l'analyse rapide des polynucléaires. Généralement, on peut avoir jusqu'à 50% en 2 heures. Donc, quand on prélève, il faut directement amener le prélèvement au laboratoire. Pourquoi à l'abri du froid? En raison de la fragilité de certaines bactéries, notamment les méningocoques. Alors, en cas de recherche de virus, on doit conserver le prélèvement à moins 80 degrés. L'échantillon prélevé et analysé le jour même, il est accompagné généralement d'un prélèvement sanguin sur tube sec. Parfois, on est obligé d'avoir les 2 prélèvements pour faire, on va voir ensemble tout à l'heure, pour faire par exemple le dosage de l'albumine au niveau sanguin, surtout les index, et au niveau du LCR. Alors, l'examen biochimique ou d'une façon générale, l'étude du liquide céphalorachidien, donc vous avez trois étapes. Vous avez l'aspect macroscopique qui peut être normal, c'est-à-dire l'aspect du liquide de ponction, qui peut être normal, purulent, panaché, hémorragique ou jontochromique, c'est-à-dire jaune. L'examen cytologique pour voir surtout la libération cellulaire, pour voir le nombre de leucocytes, la formule leucocytaire. L'examen microbiologique, donc l'analyse bactériologique avec surtout plus ou moins l'antibiogramme. Et l'examen biochimique, notamment le dosage du glucose, des protéines, des chlorures qui actuellement, surtout ce dosage, il est délaissé. Et surtout l'électrophorèse et l'immunofixation et également le dosage d'autres biomarqueurs qui sont d'actualité. Alors l'aspect macroscopique, il est très important pour... Donc l'aspect macroscopique, il peut orienter donc, une orientation étiologique rapide. C'est-à-dire quand on voit la ponction, la couleur de la ponction, on peut s'orienter vers telle ou telle pathologie. Donc on peut avoir un aspect macroscopique normal en eau de roche qui contient normalement de 1 à 2 leucocytes par millimètre cube. Donc ça peut être c'est un aspect macroscopique qui est normal. Chez le nouveau-né, on a x10, c'est-à-dire 10 à 30 jusqu'à x15, donc 10 à 30 éléments par millimètre cube, dont 50% il s'agit de polynucléaires neutrophiles. On peut avoir également un aspect clair, mais qui est pathologique, lorsque le nombre de leucocytes, c'est pourquoi l'analyse cytologique elle est très importante. Le nombre de leucocytes, il est très important, 200 à 300 leucocytes
point 1, un aspect qui est clair, point 1, l'échantillon qui est clair. Donc là, il peut être pathologique. Dans quel cadre? Lorsqu'on a une méningite d'origine virale, dans plus de 50% des cas, et lorsqu'on a plus de 50%, c'est des lymphocytes. Donc on s'oriente beaucoup plus vers la méningite d'origine virale. Lorsqu'on a une méningite d'origine bactérienne, donc là, dans environ 40% des cas. Donc il peut s'agir majorité de granulocytes ou majorité de lymphocytes. Il s'agit surtout de mycobactérium. Majorité de granulocytes, donc il s'agit de Listeria, il peut s'agir de Leptospira, ainsi de suite. On a également les méningites d'origine, ce qu'on appelle les méningites mycéniennes et les méningites d'origine parasitaire. Alors l'aspect peut être trou, opalescent à purulent, donc on peut avoir un échantillon trou jusqu'à un échantillon purulent ou verdâtre. Alors là, il peut orienter d'emblée vers une méningite purulente d'origine bactérienne. Donc, le liquide céphalorachidien, il est riche en leucocytes supérieurs à 1000 par millimètre de mercure et dans 80 à 100%, il s'agit de granulocytes neutrophiles. Alors là, les paramètres biochimiques, on a surtout la protéinorachie, c'est-à-dire le taux de protéines au niveau du liquide céphalorachidien qui est supérieur à 0,40 g par litre. Et on a également le signe pathognomonique lorsqu'on a une hypoglycorachie, c'est-à-dire le taux de glucose au niveau du liquide céphalorachidien qui est bas, inférieur à 40% par rapport à la glycémie, par rapport au taux de glucose au niveau sanguin. Donc lorsqu'on a une hypoglycorachie qui est importante, ça veut dire qu'on a une infection bactérienne qui est grave parce que les bactéries ils consomment le glucose, donc on va avoir une hypoglycorachie qui est très importante. Alors l'aspect panaché, plus de 10 éléments par millimètre cube, avec une égalité entre polynucléaire et lymphocyte. Donc ça peut s'agir d'une listériose, d'une méningite purulente ou une méningite lymphocytaire au début ou d'un abcès cérébral. Généralement, le taux des protéines et du glucose au niveau du LCR donc, sont normaux. Alors là, on peut avoir recours à ce qu'on appelle à des examens ayant un intérêt. Donc on peut avoir recours à des examens ayant un intérêt complémentaire d'orientation vers une cause bactérienne. C'est pour différencier. Donc on peut faire également ce qu'on appelle la libération formée sanguine, donc FNS. Donc on va généralement obtenir une hyperleucocytose aponucléaire, mais elle n'est pas vraiment spécifique pour l'origine bactérienne. On peut avoir une CRP qui est élevée, qui n'est pas également spécifique. Mais le paramètre biochimique le plus important et le plus spécifique, c'est un bon marqueur distinctif qui peut orienter, lorsque son taux est supérieur à 0,5 ng par millilitre, vers une cause bactérienne. Il s'agit de la procalcitonine. Donc le dosage de la procalcitonine, il permet d'orienter le diagnostic d'une méningite bactérienne. On a également le dosage des lactates, donc l'acide lactique dans le LCA qui est supérieur à 3,2 mmol par litre. Donc lorsqu'on a une méningite bactérienne, on peut avoir donc synthèse de l'acide lactique qui est c'est des synthèses en excès de l'acide lactique. On peut avoir un aspect hémorragique. Alors lorsqu'on a un aspect hémorragique, on peut avoir soit, c'est-à-dire il peut être soit d'origine traumatique, puisque il y a un acte de ponction, donc on peut toucher des petits vaisseaux sanguins et on peut avoir du sang lorsqu'on va prélever le liquide céphalorachidien. Donc il peut être traumatique, il peut être en rapport avec une méningite. Alors traumatique, comment on peut savoir? Donc on va prélever 3 à 4 types. Donc, s'il y a un éclaircissement graduel, donc le liquide devient clair au fur et à mesure qu'on passe les types, du premier type au quatrième type, là on est sûr qu'il s'agit d'un LCR hémorragique d'origine traumatique. Également, on a l'absence de
xanthochromie. C'est quoi la xanthochromie? Donc c'est le LCR jaunâtre en raison d'hématies lysées, c'est-à-dire on va avoir une hémolyse, une dégradation des globules rouges, et quand on va centrifuger, on va avoir un échantillon qui est jaune. Lorsqu'on a une hémorragie méningique, là, le LCR il reste uniformément hémorragique tout au long du prélèvement. C'est-à-dire, quand on fait les 3 ou les 4 tubes, quand on va prélever le LCR, il va rester toujours hémorragique. Donc là, on est sûr qu'il ne s'agit pas d'un traumatisme. Par contre, il s'agit très probablement d'une méningite. Une xanthochromie est souvent présente plusieurs heures après l'hémorragie, puisqu'on aura une hémolyse, une dégradation des globules rouges. Et donc, après, quand on fait une centrifugation de notre échantillon, on va voir un aspect jaunâtre. On passe maintenant à l'exploration biochimique. Donc, dans l'exploration biochimique, on a les examens systématiques, c'est-à-dire quand le laboratoire il reçoit le prélèvement du LCR. Donc, les examens demandent surtout le dosage du glucose au niveau du LCR, la glycorachie, le dosage des protéines au niveau du LCR, protéinorachie, et on peut avoir le dosage des chlorures et également des lactates. Le dosage de la chlorurachie, elle est peu informative et elle tend à être abandonnée actuellement. On peut avoir recours à d'autres paramètres selon le contexte clinique. L'électrophorèse des protéines au niveau des LCR avec les bénéficiations, on va voir tout à l'heure son intérêt. Le dosage de l'albumine et des immunoglobulines et le calcul des différents index. Alors pour la glycorachie, alors on a dit que elle représente entre 50 à 75% de la glycémie, soit 0,50 à 0,70 grammes par litre, pour une glycémie qui est normale. Dosage concomitant de la glycémie. Donc si on a une hyperglycémie, on va avoir automatiquement une hyperglycorachie, et inversement, si on a une hypoglycémie, on va avoir une hypoglycorachie. Alors l'hypoglycorachie, elle est surtout retrouvée dans les infections bactériennes, surtout dans les formes purulentes tuberculeuses. Donc une hypoglycémie très basse serait un indice de mauvais pronostic, ça veut dire qu'on a une population bactérienne très importante. Les infections parasitaires et virales, les abcès peuvent être à glycorachie normale. Donc lorsqu'on a une hypoglycorachie, ça nous oriente vers une méningite bactérienne. La protéinorachie. Alors, puisque le taux des protéines le taux de protéines il n'est pas par rapport au niveau sanguin, donc ce n'est pas la même méthode de dosage. Donc là, on est obligé d'employer des méthodes de dosage qui sont sensibles, qui peuvent détecter jusqu'à, par exemple, ici le rouge de pyrogalol, il détecte de 0,05 jusqu'à 4 grammes par litre, et le bleu de combacé de 0,05 à 1,2 grammes par litre. On a aussi les dosages turbidémétriques surtout. Le taux il est de 0,2 à 0,5 g par litre. On a une variation physiologique, si vous voulez, on a jusqu'à 1 g par litre, puis ça devient jusqu'à la puberté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, lorsqu'on a un prélèvement hémorragique, on peut avoir un dosage qui est faussé, donc des faux positifs, parce que on a 1 mg augmente la protéinorachie de 0,1 g par litre. Donc on peut avoir un résultat qui est faussement, c'est-à-dire qui est faussé lorsqu'on a un prélèvement hémorragique. Donc il faut faire attention. Lorsqu'on a une protéinorachie qui est très augmentée, donc on suspecte surtout les méningites purulentes, les méningites à liquide clair bactériennes, lorsqu'on a une tuberculose, mais également en cas de compression médulaire ou de ponction traumatique. La protéinorachie elle est normale si on a une méningite virale. Donc l'hyperprotéinorachie c'est surtout lorsqu'on a une méningite bactérienne. Donc on a sur le plan biochimique l'hyperprotéinorachie et l'hypoglycorachie. Maintenant, pour les protéines, on peut avoir deux origines. Soit ces protéines, c'est-à-dire quand on a une
protéino-rachide. Donc on a une élévation du taux de protéines au niveau du liquide céphalo-rachidien. Donc ça peut, l'origine des protéines, ça peut être soit d'origine plasmatique, soit d'origine intratécale, c'est-à-dire au niveau du système nerveux central. Donc d'origine plasmatique dans 80% des cas, par transsudation, c'est-à-dire passage des protéines sériques vers le liquide céphalorachidien parce qu'on a une altération de la barrière entre le sang et le liquide céphalorachidien. Une réaction immunitaire à l'intérieur du système nerveux central, donc dans 20% des cas, donc on a une synthèse lymphoplasmocytaire locale intratécale de protéines de l'immunité, les immunoglobulines et le complément, et surtout notamment on a les immunoglobulines de type G, surtout en phase aiguë ou chronique d'une pathologie dans le liquide céphalorachidien. Donc il faut toujours comparer entre le sang et le liquide céphalorachidien pour différencier une réaction locale d'une réaction systémique. Alors, le dosage des lactates et la lactate déshydrogénase. Donc, augmenter si méningite bactérienne, donc on a vu déjà ça. L'intérêt également pour la lactate déshydrogénase de faire l'immunoélectrophorèse, donc la séparation en plusieurs isoformes. Donc l'immunoélectrophorèse du SCR avec révélation avec les anti-LDH. Donc on a surtout l'isomère LDH5. Donc le LDH, on a 5 isomères. Donc l'isomère 5 est augmenté. En cas de méningite bactérienne normale, si virale, donc si on a une méningite bactérienne, on a l'isomère LDH5 qui est augmenté. Par contre, si elle est virale, donc l'isomère LDH5 est normal. Et le dosage des lactates, on a vu, qui peut dépasser quand ils sont supérieurs à 3,2 mmol par litre. Donc là, on a un tableau récapitulatif. Donc vous avez l'aspect normal, aspect purulent, aspect lymphocytaire et LCR panaché. Donc pour le LCR normal, donc on a un aspect qui est clair. Pour le LCR purulent qui est trouble. Pour le LCR lymphocytaire, il est clair. Et pour le LCR panaché, il est clair. Les leucocytes inférieurs à 5 lorsqu'on a un LCR normal, supérieur à 10 quand il est purulent, supérieur à 10 quand il est lymphocytaire et quand il est panaché également. Les éléments, lorsqu'il LCR il est purulent, c'est surtout les polynucléaires. Lymphocytaire, c'est surtout lymphocytes. Et panaché, on a 50% de lymphocytes et 50% de polynucléaires. Pour les protéines, lorsqu'on a un aspect normal, on a dit que c'est inférieur à 0,4 g par litre. Purulent, c'est supérieur à 0,40 g par litre. Lymphocytaire, pareil. Et panaché, pareil. Donc, lorsqu'on a un taux qui est supérieur à 0,40 g par litre, donc ça témoigne qu'il y a une perturbation, une pathologie quelconque. La glycorachie par rapport à la glycémie, donc lorsqu'on a un LCR normal, donc c'est plus de 60%. Purulent, c'est moins de 40%. Pareil pour LCR lymphocytaire, pardon. Et LCR panaché, c'est supérieur à 60%. Donc là, c'est surtout la méningite bactérienne pour le LCR purulent. Pour le LCR lymphocytaire, ça peut être une méningite virale, à l'extérieur, une méningite tuberculeuse. LCR panaché, ça peut être une méningite alistérienne, une méningite bactérienne ou virale au début, et également en cas d'abcès cérébral. Maintenant, on passe à l'analyse du liquide céphalorachidien par électrophorèse et immunofixation. L'électrophorèse des protéines, c'est quoi? Donc, c'est une méthode de séparation des protéines. On sait que les protéines, on a plusieurs classes de protéines. Donc, généralement, on va les séparer en 5 classes. L'albumine, c'est la majeure fraction. La fraction de alpha 1, la fraction de alpha 2, la fraction de bêta-globulines et la dernière fraction des gamma-globulines qui comportent les immunoglobulines. Alors, la séparation, elle se fait sur un gel, ce qu'on appelle le gel d'Agarose. Après, concentration du LCR et dilution du sérum, parce qu'on n'a pas la même proportion de protéines et d'immunoglobulines entre les deux milieux. Donc, pour pouvoir les séparer, on doit concentrer le LCR et diminuer le sérum. On fait ensuite une immunofixation, c'est-à-dire une réaction anticorps-antigène.
Donc, ça va permettre de mettre en évidence s'il y a une synthèse intrathécale d'immunoglobulines. Donc, il faut joindre systématiquement un prélèvement sanguin pour comparer les profils LCR. LCR et sérum prélevé donc le même jour. Alors, par exemple, ici, si vous voyez bien, vous avez 3 patients. Là, c'est le liquide céphalorachidien. Là, c'est le sérum. Donc, quand on a une réaction anticorps-antigène, on va avoir une bande. Là, il n'y a pas de bande, donc il n'y a pas d'immunoglobuline. Là, vous avez une immunoglobuline qui est présente, cette bande, elle représente une IgG, qui est présente au niveau du liquide céphalorachidien. Et c'est la même bande qui est présente au niveau du sérum. Donc là, forcément, c'est une réaction systémique avec passage vers le liquide céphalorachidien. Quand on a des bandes au niveau du liquide céphalorachidien et qui ne sont pas présents au niveau du sérum, là, il s'agit d'une synthèse intrathécale. Donc ça peut être d'origine centrale, une réaction inflammatoire neurologique, ça peut être n'importe quelle pathologie neurologique qui a entraîné une synthèse intrathécale au niveau du liquide céphalorachidien de ces protéines. Donc ça, c'est une technique qui va permettre de différencier qu'il s'agit d'une réaction locale ou systémique. Alors, l'analyse du LCR par isoélectrofocalisation, donc c'est pas la même méthode, c'est deux méthodes différentes, l'immunofixation et l'isoélectrofocalisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'étape de séparation des protéines du LCR, une protéine marquée spécifique des IgG est ajoutée aux deux échantillons, révélant la présence ou non de bandes d'IgG. Donc, toujours une réaction anticorps-antigène. Donc, la présence de plus de deux bandes d'immunoglobuline G dans le SCR absent du sérum, appelé bande oligoclonale, signe un résultat positif. C'est-à-dire, si on a deux bandes au niveau du SCR et on n'a aucune bande au niveau du sang, là, on peut dire qu'il s'agit d'un test qui est positif. Alors, vous avez par exemple une synthèse intrathécale d'immunoglobuline, profil oligoclonal, ça veut dire que vous avez deux clones, deux bandes. Si on voit deux bandes surnuméraires, c'est-à-dire surajoutées en plus dans le liquide céphalorachidien par rapport au profil sérique. Et là, on peut s'orienter vers la sclérose en plaques ou maladie neuro-inflammatoire. Ce qu'il faut savoir que la mise en évidence d'une distinction oligoclonale, elle est plus sensible, c'est-à-dire par rapport, si on utilise cette méthode par rapport à celle qui utilise l'index d'immunoglobulines. On va voir l'index, un index d'IgG élevé. Donc elle est plus spécifique, c'est-à-dire dans 92 à 95%, on est sûr qu'il s'agit par exemple d'une sclérose en plaques. Par exemple ici, un exemple d'une isoélectrofocalisation. Vous avez ici le LCR, c'est un échantillon du LCR, et l'échantillon du sang du même patient. Là, on n'a aucune bande. Donc, absence de bande oligoclonale. D'accord? Il n'y a pas de bande. Donc, c'est un profil qui est normal. La piste 2, il s'agit d'un autre patient avec des bandes oligoclonales. Vous voyez ici, c'est des bandes qui sont retrouvées au niveau du LCR, mais pas au niveau sanguin. Donc, il y a une synthèse intrathécale. Ça peut être soit une sclérose en plaques, vous avez plus de deux bandes, ou d'une autre pathologie neurologique. La piste 3, vous avez un profil, ce qu'on appelle un profil en miroir, parce que vous avez la bande ici, c'est la même bande, le même niveau au niveau sanguin. D'accord? Pareil ici et pareil ici. Là, il s'agit également d'une synthèse intrathécale dans une réaction immunitaire systémique. D'accord? Parce que là, c'est une synthèse intrathécale. Ces bandes sont retrouvées uniquement au niveau du SCR, mais pas au niveau plasmatique. Par contre, ici, on a les deux bandes au niveau SCR et plasmatique, c'est-à-dire qu'il y a un passage. Donc, il y a une réaction immunitaire qui est systémique. Alors, pour la piste 4, vous avez un profil en miroir. D'accord? La bande ici, c'est la même bande qui se trouve au niveau sanguin. Pareil pour la deuxième bande, pareil pour la troisième, pareil pour la quatrième. Donc là, il n'y a pas une synthèse intrathécale. Donc on est sûr qu'il s'agit d'un processus immunitaire systémique. Donc il n'y a pas un processus local au niveau du système nerveux
centrale. Donc c'est ça l'intérêt de faire l'électrophorèse et l'immunofixation et l'isoélectrofocalisation du LCA. Alors, ensuite, il y a l'étude de l'état de la barrière sang et liquide céphalorachidien. Alors, pour interpréter les variations de la concentration en IgG dans le liquide céphalorachidien, il faut connaître l'état de la barrière entre le sang et le liquide céphalorachidien. En effet, si cette barrière elle est altérée, la quantité d'immunoglobuline G transfusée qui va passer dans le liquide céphalorachidien augmente et est d'autant plus élevée que la concentration des IgG dans le sang est élevée. Donc, plus la concentration d'IgG dans le sang elle est élevée, plus on a une quantité importante qui va passer vers le liquide céphalorachidien. Le quotient d'albumine, c'est pour ça là on a mis la transudation de l'albumine. Alors on parle de quotient d'albumine, c'est le marqueur de choix de l'état de la barrière, l'étude de l'état de la barrière sans LCR. Pourquoi? Parce que l'albumine est synthétisée exclusivement par le foie. Donc elle ne provient pas du système nerveux central et sa présence reflète donc une diffusion qui est passive. Donc normalement on ne trouve pas de l'albumine au niveau du système nerveux central puisque l'albumine elle est sécrétée exclusivement par le foie, par les cellules hépatiques. Donc le quotient d'albumine en pourcentage, c'est un marqueur de choix qui estime l'état de perméabilité avec un seuil décisionnel qui est âge dépendant, c'est-à-dire la perméabilité augmente avec l'âge. Alors, lorsqu'on a un quotient d'albumine qui est augmenté, indique une altération de la barrière sans liquide céphalorachidien. Donc, on est obligé de doser l'albumine au niveau du liquide céphalorachidien et au niveau du sérum. Et on fait le rapport qu'on multiplie par 100. Donc là, ça varie en fonction de l'âge. On a la transudation des immunoglobulines, quotient d'IgG, donc l'index IgG-LCR par rapport à IgG au niveau du sérum. Donc c'est le même patient, on va doser les immunoglobulines au niveau du liquide céphalorachidien et au niveau du sérum, on va faire le rapport. Si augmentation du taux des immunoglobulines plasmatiques, donc on a un quotient qui reste constant. Donc si on a un taux qui augmente, IgG au niveau plasmatique, le rapport il va rester constant. Pourquoi? Parce qu'on aura un passage au niveau du liquide céphalorachidien, donc le rapport il ne va pas changer, puisqu'il y a toujours un passage. Maintenant, s'il y a une altération de la barrière, ou synthèse locale d'immunoglobuline, IgG, donc là, on va avoir le quotient qui va augmenter, parce qu'on a une synthèse accrue au niveau de l'intérieur, au niveau du liquide céphalorachidien. On a une synthèse accrue d'immunoglobuline G, donc le taux il va rester toujours augmenter, et donc ce quotient il augmente toujours. Alors, l'analyse de l'immunité intrathecale. Alors, pour différencier l'altération de la barrière hémato-encéphalique de la synthèse intrathecale d'immunoglobulines, donc on fait une étude de la synthèse intrathecale. Donc, une concentration, ce qu'il faut savoir, une concentration d'immunoglobuline G élevée dans le liquide céphalorachidien peut être due à un excès de production d'IgG dans le système nerveux central, comme c'est le cas de par exemple, la sclérose en plaques, on l'a vu tout à l'heure, ou pour provenir d'une fuite, ou peut provenir d'une fuite des immunoglobulines plasmatiques vers le liquide céphalorachidien. Donc ça peut être soit une synthèse intrathecale accrue dans les pathologies neurologiques comme la sclérose en plaques, ou on a, à l'inverse, on a un passage accru à partir du plasma vers le liquide céphalorachidien, comme par exemple le cas des altérations de la barrière sang et LCR d'origine inflammatoire ou traumatique. Alors l'index IgG permet de faire donc la différence entre ces deux mécanismes. Il est calculé donc à partir du dosage de l'albumine et des immunoglobulines G dans le sérum et le LCR. Donc on parle de l'index de Tippling et Ling et on aura ce rapport. Donc IgG LCR sur IgG sérum par rapport à l'albumine. Donc on rapporte toujours par rapport à l'albumine puisque l'albumine nous oriente sur la barrière encéphalo-hépatique. Donc on aura l'albumine LCR sur l'albumine sérum avec un seuil de normalité qui est inférieur à 0,70. Donc si altération de la barrière, donc l'index il va rester constant. Si synthèse intrathecale d'immunoglobuline, l'index il augmente.
Alors cette méthode elle est assez précise mais peu sensible. L'évaluation devra être faite par l'électrophorèse et par l'immunofixation comme on l'a vu tout à l'heure. Donc l'immunofixation, elle est plus l'immunofixation et également l'iso-électrofocalisation elle est les plus sensibles par rapport à l'index IgG. Alors, vous avez le dosage des biomarqueurs. Le dosage, par exemple, on a les deux pathologies où on peut utiliser des biomarqueurs protéomiques qui peuvent être spécifiques des pathologies neurologiques. On a par exemple la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une pathologie inflammatoire chronique du système nerveux central qui affecte surtout les jeunes femmes. Elle est caractérisée donc par la présence de lésions démyélisantes de la substance blanche. Alors, selon les critères de MAC dans l'année de 2010, l'analyse du LCR permet le diagnostic de sclérose en plaques dès la première poussée. Alors, mettre en évidence une synthèse intrathécale d'IgG, donc LCR positif, avec une sensibilité de 94% et une spécificité de 96%. Les bandes, on l'a vu, il faut avoir au moins 2 bandes surnuméraires dans le LCR par rapport au sérum, avec un aspect oligoclonal, et ou, c'est-à-dire soit 2 bandes surnuméraires par rapport au sérum, soit augmentation de l'index IgG, ou les deux ensemble. Donc, ces deux paramètres confirment donc le diagnostic de la sclérose en plaques. Il y a également la maladie donc il y a également la maladie d'Alzheimer. Donc on peut avoir recours à ce qu'on appelle l'étude protéomique de les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Donc là, vous avez surtout deux biomarqueurs. On a ce qu'on appelle la protéine tau, la petite t tau et grand P tau, qui sont augmentés. Donc l'essai pathologique pour la petite t tau, c'est supérieur à 400 picogrammes par millilitre. Et grand P tau, c'est supérieur à 60 picogrammes par millilitre. On a également ce qu'on appelle les peptides bêta-amyloïdes AB140 et 142 qui sont diminués lorsqu'on a la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire en plus des autres paramètres, on peut avoir recours à ces biomarqueurs au niveau du LCR pour confirmer le diagnostic. Alors, les valeurs de référence pour la B142, c'est 794 plus ou moins 218 picogrammes par millilitre avec une sensibilité et spécificité pour le diagnostic de plus de 80%, c'est-à-dire on est sûr qu'il s'agit de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est terminé pour le cours sur l'exploration biochimique du liquide céphalorachidien. Alors, c'est vrai, en pratique courante, chez nous dans le laboratoire, surtout, généralement, quand on reçoit le SR, c'est surtout dans le cadre des méningites, c'est pas pour le diagnostic de la sclérose en plaques ou de la maladie d'Alzheimer, parce que c'est pas évident de faire la ponction lombaire, c'est risqué chez ces patients. Et donc, mais lorsqu'on a un doute sur l'origine, lorsqu'on a un doute sur s'il s'agit d'une méningite bactérienne ou virale, donc là, on est obligé de faire un examen cytobactériologique et biochimique du liquide céphalorachidien. Et là, l'intérêt de faire surtout, on a vu la protéinorachie et la glycorachie, et également les lactates, qui sont importants pour l'orientation diagnostique, en plus de l'examen cytobactériologique. Donc je vous remercie. Si vous avez des questions concernant ce cours, vous pouvez me les poser directement via la plateforme. Donc je vais envoyer ce cours sur la plateforme de l'université en 1, la plateforme e-learning. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer directement sur la messagerie. Je vous remercie.